Bienvenue à Défaire le monde. Je m'appelle Emma. Je m'appelle Colin Boudrieux. Et c'est un podcast où on pose des drôles de questions à des experts. Et cette semaine, on a reçu Simon Paré-Poupard. Oui, qui est vidangeur et auteur du livre Ordure, qui est paru chez Luxe, qui est Journal de vidangeur, qui est super intéressant, qui est comme un essai sur sa passion pour les vidanges. J'ai fait ça depuis plus que 20 ans, il adore ça. Et des réflexions sur comment on gère nos vidanges socialement et des trucs comme ça. Ouais, c'est absolument fou toutes les implications qu'il y a dans la gestion des déchets. Ouais. Ok, parfait. Parce qu'au début, on chuchotait. Continue. Ouais. Bah, c'était plus relaxant. Pourquoi tu me coupes quand je dis déchets? Non, je m'excuse, oui. Gestion des déchets, oui, il y a plein de répercussions. Mais oui, des réflexions sur le capitalisme, l'écologie, Ouais, c'était super intéressant. Le crime organisé. Il est très intéressant à écouter parler. Ça donne envie d'être vidangeur. Ce que j'aurais pas cru avant. C'était pas un intérêt que j'avais avant de le recevoir. Avant de lire son livre et de le recevoir. Ben, c'est quoi la question, finalement? La question, moi, ce que je voulais à la base, c'était est-ce que nos vidanges sont le reflet de notre âme? Mais finalement, mes parents qui devaient venir regarder le bébé sont arrivés un petit peu en retard. Fait qu'on a commencé à comme jaser avec les micros ouverts, mais sans se dire que ça avait commencé. Fait que finalement, je sais pas ça va être quoi la question. Mais est-ce que c'est important? C'est moi qui voulais... est-ce que les vidanges sont le miroir de l'âme? Mais finalement, ça va juste être est-ce que c'était important les vidanges? Ou c'est quoi les vidanges? Ouais, mais aussi, une autre question qu'on se pose pendant l'épisode, c'est est-ce que... qu'est-ce que ça signifie d'aimer son métier? Est-ce que c'est un privilège d'être passionné par notre emploi? Qui est quand même une question intéressante. Et dans les éboueurs, c'est vraiment un métier de passion, en fait. Oui. Ben pour lui, en tout cas, oui. Lui, mais il dit que tout le monde... ouais. Sinon, les gens restent pas parce que c'est trop difficile. Ouais, exactement. Et on a fait beaucoup de déchets de canettes aujourd'hui parce qu'on a bu beaucoup de café limo parce que c'est super bon. On est commandité et Simon trouvait ça bon aussi. Mais les cafés limo, les canettes sont consignées et ils les reprennent... ouais. C'est pas des déchets, on peut les ramener. C'est super bon. Si vous connaissez pas ça, c'est une boisson de café et de limonade. Simon connaissait pas ça, puis il en a bu 2 finalement. C'était tellement bon. Puis il y a aussi une saveur gingembre qui est super bonne. Et je vous encourage à vous acheter des jouets sexuels chez Eros et compagnie, qui nous commanditent aussi. L'entente qu'on a avec eux, c'est que si on réussit à plugger le mot dildo ou vibrateur dans la conversation avec nos experts, on peut garder un jouet sexuel. Sinon, on doit le donner à l'invité. Vous pourrez voir à la fin de l'épisode ou pendant l'épisode si vous nous entendez dire les mots. Est-ce qu'on le donne ou est-ce qu'on le garde? Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre Patreon. Pour 3$ par mois, vous avez accès aux épisodes audio. Pour 5$ par mois, aux épisodes audio et vidéo. Il y a aussi un forfait de 10$ par mois où vous pouvez avoir accès à des trucs que Emma et moi on fait ou des billets de spectacle pour moi. Mais si vous écoutez simplement gratuitement l'épisode, vous êtes bienvenus de le faire. Mais c'est très aidant si vous cotez 5 étoiles, soit sur Spotify, soit sur Apple Podcast. Et si vous partagez ou commentez sur YouTube l'épisode. Je savais même pas qu'on pouvait mettre des étoiles sur Spotify. Oui, on peut mettre des étoiles sur Spotify. Tu vas le faire. Tu Ben vas le oui. faire sur notre podcast. Ben, merci, bonne écoute. On aime le risque. Ouais. Moi, si je me coupe, là, c'est comme une fierté de continuer. J'ai déjà travaillé avec un bras. Tu sais, j'avais un bras de moins, là, le bac m'était tombé sur le bras, je l'ai tapé, puis je travaillais avec un bras. Tu sais, c'est comme un gars qui fait des Ironman. Il y a une fierté. Il y a une affaire de dépassement de soi. De dépassement de soi. Fait que, tu sais, il n'y a pas de... C'est comme pas une honte, mais c'est juste qu'il ne faut pas que l'entreprise utilise contre toi. Tu sais, je veux pas que l'employeur me dise par exploitation tu vas continuer blessé. Oui. Mais nous, on va le faire par nous-mêmes. Si tu choisis de le faire. C'est ça. Mais en même temps, ça peut être insidieux de si c'est une culture que comme ça, tu sais, je sais pas à quel point c'est vraiment ton choix ou si tu dis ah ouais, les autres gars vont se moquer de moi ou tu sais, tu comprends à quel point ça finit par être c'est pas clair. Il y a de ça. Mais en même temps, le gars qui a construit sa compte, puis je dis le gars parce que dans le milieu privé, c'est la plupart, en tout cas en arrière, des garçons qui le font. Mais on peut ouvrir la porte, là, ça ne marche pas. Là, sur les filles, il y a un immense respect pour les filles qui décident de le faire. Là, mais le gars qui se blesse, là, puis qu'on sait qu'il se blesse jamais, là, les gars vont lui donner une tape dans le dos et vont dire
va-t'en chez vous. Va-t'en chez vous. Puis même le broker va te donner ta paye, l'équipe va assumer le fait qu'il y a un gars de moins sur le terrain. Fait que, tu sais, ça c'est dans le fond, ce qui est intéressant, c'est quand tu as un broker, la microgestion, des fois, se fait à l'interne, entre les gars, un peu comme une coop. Fait qu'on, ou travailleur autonome, tu sais, on s'arrange entre nous. Fait que, tu sais, à ce moment-là, tu sais, si tu te blesses, tu sais que tu vas avoir une répercussion sur toute l'équipe. Puis les gens préfèrent, mettons, te soutenir en boitant. Ouais. Tu sais, ils vont soutenir, ils vont peut-être charger plus cette journée-là pour toi. Fait que ça va se faire comme ça. C'est ce qui fait, dans le fond, que les brokers aiment parce que j'ai entendu que la charge sociale, c'est que à chaque pièce, le broker paye 35% de CSST. En prime. Fait que, tu sais, c'est énorme, là, c'est dans les plus élevés. Donc, c'est pour ça que les grosses compagnies, ils mettent tout broker, parce que dès qu'ils sont grosses compagnies, ça s'en va vers du fonctionnarial, c'est-à-dire des façons de procéder, des capes d'acier, des gants, des équipements spéciaux, des arrêts où on n'est pas habitué, comme lorsque le truck est arrêté, là, c'est là que tu débarques. Mais ça fait que les gens se blessent, à mon avis, plus. Parce qu'ils réclament plus. Puis les gens ont comme une culture de la réclamation, comme l'école bleue. Oui, mais c'est une structure où ils peuvent se le permettre. Ils peuvent se le permettre. Ouais. Puis ils peuvent se le permettre jusqu'à temps que l'entreprise s'amène broker partout. Ouais. C'est ça qui est arrivé avec De Richebourg. C'est la fameuse Française qui est venue dans le marché montréalais. Au début, ils sont arrivés, ils ont fait le documentaire sur DocuD, là, le truc Les Éboueurs. Fait qu'il y avait des belles pratiques, c'était beau, ils sont tous devenus brokers. Là. De Richebourg est devenu broker partout. Là. Ça marchait pas dans un marché. Tout le temps, mais oui, ça marche pas dans un milieu compétitif comme le nôtre. Là. Mais c'est ça, mais tu parlais de la France et moi je pensais qu'ils étaient vraiment mieux traités, les vidangeurs en France, parce que les camions, ils ont les bras automatisés, c'est vraiment, ça a l'air vraiment plus relax. Genre, mais c'est plat. C'est ça que moi je disais à M. Ferrandez. Nous, on est des passionnés. Là, on aime ça. Puis dès que tu mets des bacs, ça peut faciliter, mais pas nécessairement, surtout pas avec l'hiver québécois. Là. Ça a quand même ses écueils, mais c'est surtout que ça force l'aliénation. C'est-à-dire le mouvement est beaucoup plus répétitif. Tu as moins de contrôle sur... Quand tu fais un sport, ce que tu aimes, c'est choisir ta façon de dribbler la balle, le ballon. T'sais, moi, je peux choisir ce que je veux avec les poubelles, les différents mouvements, les rotations. Un bac, c'est un bac. C'est beaucoup plus limité. Puis les blessures, vu que le mouvement est toujours le même, ça fait que tu as des blessures qui sont plus, disons, de machines standardisées. Donc, puis tu sais, il y a un TikToker en France qui est hyper populaire. Là. Il y a un éboueur TikToker là, qui a fait la popularité des éboueurs Reaper en France. Puis tu sais, lui, à un moment donné, il fait une vidéo sur Brut Média, puis il se fait cracher au visage, je pense, ou lancer une canette. Tu sais, de le mettre fonctionnarial, je sais pas si ça l'aide le respect. T'sais, tandis que nous, avant les vidangeurs, quand j'ai commencé... C'était Bordeaux. T'sais. Les gars sortaient de Bordeaux, puis ils allaient en arrêt du truck. T'écœurais un vidangeur, tu le faisais, mais tu risquais de te faire frapper. Là, fait que ça l'instaurait une forme de respect que j'ai entendu chez les chauffeurs de la STM, par exemple, avant qu'il y ait un différent contrôle. Là. Mais c'est-à-dire, les problèmes se règlent man-to-man. Fait que il y a une façon, puis là, après ça, oui, on est vers un autre modèle, mais est-ce qu'il est mieux, ce modèle-là? T'sais, moi, je parle des chauffeurs de la STM, puis ils sont malheureux. Là. Ils sont malheureux de jamais pouvoir rien répliquer, de toujours laisser le citoyen embarquer sur lui. Je comprends. Fait que... Je comprends, puis je trouve ça super intelligent, mais intéressant, mais je suis un peu mitigé. Moi aussi. Parce que quand tu m'en parles, comme le truc autogestion, on s'arrange entre nous, on se soutient entre nous, je trouve ça super beau puis super le fun. Ça serait génial si c'était une coop, mais l'affaire, c'est que c'est pas une coop, vous êtes quand même des employés, puis j'ai l'impression que, tu sais, il y a quand même quelqu'un qui fait du... Même s'il deal bien avec vous, même il y a quelqu'un qui fait du profit sur votre dos, sur votre travail. Fait que j'ai l'impression que vous devriez, le pendant de ça serait au moins d'avoir des bonnes vacances, d'avoir des bons congés si tu te blesses ou des trucs. J'ai l'impression que ça va avec, mais je comprends que ça devient très carré, très redondant. Puis c'est surtout que, effectivement, l'écueil de ça, c'est risque d'exploitation. Ça, je suis d'accord. Mais les gars, avec une certaine expérience, quand tu as une bonne équipe, on sait comme combien fait de salaire ta broker. Fait que tu sais combien qui est attribué à un secteur. Tu sais combien, normalement, d'heures devraient être attribuées à un secteur. Donc, si elle ne te donne pas le montant voulu, ben, tu es en mesure de lui dire. Puis éventuellement, tu dis, sinon, moi, je m'en vais de là, je crisse le job là. Puis là, en plus de ça, j'amène le reste de l'équipe. Puis là, toi, je sais très bien que tu es lié avec une compagnie, avec beaucoup d'amendes, probablement les amendes de la ville aussi. Fait que toi, tu vas être dans la merde, puis éventuellement la compagnie. Fait qu'on est en mesure d'établir un rapport de force. Vous avez un bon levier de négociation. Oui. C'est ça qui... Puis c'est pour ça dans le livre, je parle qu'on est comme un peu des mercenaires. C'est ça qui fait que si tu comprends pas le système, effectivement, tu es à fort risque d'exploitation, puis il y en a qui le sont, surtout au début. Mais ça, c'est partout. Là. Moi, je lunchais au HEC Montréal, à l'université, puis j'entendais des professeurs dire qu'il faut que tu exploites les gens au début quand ils savent pas leur vraie valeur. Là. J'entendais des professeurs dire ça en lunchant. Mais oui,
Fait que, tu sais, il disait t'en profites, puis une fois qu'il réalise sa valeur, qu'est-ce que tu fais? Là, tu renégocies les conditions de travail, puis sinon, tu le perds, puis t'en exploiteras un nouveau. Tu sais, j'entendais ça. Fait que c'est partout. Mais ce qui est intéressant dans les vidanges, c'est que je crois qu'on est en mesure d'avoir un rapport assez direct, puis dire c'est assez, tu sais, puis c'est tellement précieux, contrairement à ce qu'on pense, un bon employé, un bon vidangeur, c'est difficile à avoir, que ça a quand même une valeur. Puis, puis si vous arrêtez de travailler, on le sait vite aussi. C'est ça qui est bizarre. Socialement, t'en parles souvent, socialement, on vous respecte pas. Tu sens pas que les citoyens sont respectueux envers vous, mais en même temps, quand vous arrêtez de travailler, on le sait. Puis c'est ça, dans ton livre, tu parles de grève des boueurs qu'il y a eu, puis d'habitude, ça dure pas trop longtemps parce qu'on est solidement dans le mal quand vous arrêtez de travailler. Là, c'est ça. Vous avez, c'est ça. Pour les négociations, vous avez quelque chose de fort quand même. Mais on l'a pas. Tu sais, comme tu disais, puisque c'est maintenant du privé partout, puis qu'on est tout un peu en compétition, les entreprises, les employés un peu contre les autres. Ils vont engager d'autres mondes, c'est toi. Et voilà. Fait que, tu sais, comme la particularité du Québec, c'est que la Ville de Montréal a donné de plus en plus à contrat, puis les différents rapports du vérificateur général le démontrent, ils veulent plus le gérer à l'interne. La Ville veut plus gérer, puis la plupart des municipalités non plus, mais ça fait que c'est plusieurs compagnies qui sont contre. Fait que, il faudrait que toutes les compagnies ensemble disent « Hey, on arrête de ramasser, ça se peut pas, parce qu'ils vont en profiter. Ouais. » Fait qu'on n'a pas ce levier-là. On n'a pas ce levier-là qui a permis à certaines places de faire valoir que les vidangeurs sont importants. Fait que ça c'est un écueil. On n'a pas ce rapport de force-là, on l'a perdu. Puis pour ça demanderait tout un changement. D'enlever un peu de pouvoir aux grandes entreprises puis leur donner aux municipalités. Mais les municipalités, elles ne le veulent pas. Parce qu'ils ne veulent pas ramasser de déchets. Puis les municipalités décident de le sous-traiter parce que ça leur revient moins cher, justement, parce qu'ils n'ont pas à payer des vacances, ils n'ont pas à payer tous les bénéfices de plus des emplois. Ils seraient obligés de faire respecter des bonnes conditions pour que les gens se blessent pas, genre. Oui, puis en plus, il s'est construit comme une espèce de verticalité complète du monde des vidanges. C'est-à-dire que les entreprises ont pris l'expertise. C'est-à-dire, là, ils savent les contrats, ils savent évaluer les runs, ils ont les trucks, ils ont les garages, ils ont les dompes, ils ont les centres de transbordement. Fait une ville qui arrive, elle n'a rien. Elle est à la merci. On a construit depuis les années 70, puis ça, c'est un auteur, c'est les années 70-80, Harold Crooks, le prix à payer, celui qui a fait le documentaire, qui avait documenté série de livres là, qu'il a fait en détail sur l'univers des déchets. Moi, j'en ai pas trop parlé dans le livre, mais lui, il le dit vraiment mieux que moi. C'est ça, c'est qu'il s'est construit, on a donné l'expertise. On l'a donné, puis de la reprendre, c'est que ça coûterait trop cher, en tout cas à court terme, à moins que massivement, le gouvernement, peu importe... Il faudrait que ce soit un gros move audacieux. Là. Okay. C'est pour ça que je dis qu'on est pris avec les entreprises. Présentement, je suis en conflit avec l'une d'elles, fait que je veux pas donner de nom ou de détails, mais on est pris avec elle là, présentement. Mais tu sais, est-ce qu'elle serait intéressée à faire piloter un changement de paradigme? Je ne sais pas. À quel point c'est facile d'engager du nouveau monde? Parce que tu dis, c'est pas grave, on va engager d'autres mondes, mais... Mais c'est qu'il y a une partie du monde des vidanges qu'il embauche... Un peu n'importe qui, comme quelqu'un qui n'a pas de formation pantoute. Ou quelqu'un qui est dans la prison, j'imagine. Ouais, puis tu sais... Il va pas nécessairement être sur le payroll, tu sais. Ah oui, il y a quelque chose qui s'arrête au noir un peu. Ben, parce que pour une journée, puis honnêtement, il y en a que la seule façon de le savoir, là, c'est... Tu sais, t'en as, c'est des super multisportifs, puis moi, il me raconte son CV de sport avant d'aller en arrière du truck, puis un voyage, je le vois plus après, je le vois plus jamais, là. Moi, j'amène cet ancien ami qui est avocat. Il fait des vendredis avec moi occasionnellement, tu sais, puis il y a une journée que, après 15 minutes, il était vagal. Il a fait un choc vagal, puis je pensais comme perdre mon ami, tu sais. Donc, c'est difficile à dire, là, une première journée, d'évaluer, il faut que la personne l'essaie. Là. Mais il y a des gens qui sont willing de le faire, genre. Parce que l'idée, c'est toujours que personne, ça leur tente pas de faire. Beaucoup. Puis là, c'est ça, j'ai même des demandes. Là, là j'ai une journaliste qui est venue la semaine passée avec moi. Qui a fait une run avec ça? Une demi-journée. Okay. C'est ça. Fait que tu vois, puis c'était une fille, ça a super bien été. Elle avait ce qu'on appelle du vouloir, là, ça paraissait, puis c'était super, là, fait que je pense qu'il y a une curiosité. Des fois, les gens n'osent pas. Fait que moi, je l'offre beaucoup. Donc, j'en ai fait beaucoup, un peu comme les policiers, les cobras. Là, j'en ai amené bien des gens. Là, des gens. Puis des fois, c'est difficile à dire parce que même des gens super en forme, ils vont vomir en quelques rues, puis tu as des gens qui sont moins en forme, mais ça se passe beaucoup ici, puis qui réussissent, donc faut le tester. Puis je comprends, comme je disais, les employeurs de ne pas vouloir mettre sur le payroll tout le monde, parce que des fois, ils sont même pas payés. Des fois, tu te fais une rue, la personne d'une rue fait comme... Moi, je ferais jamais ça de ma vie. Fait que, ok, parfait, mais imagine si tu l'avais équipé, tu y avais fait signer des papiers, écoute, Puis au nombre qu'on voit passer, c'est débile, là. C'est fou, là, fait que... Dans le fond, moi, je dis c'est 9 sur 10 qui lâchent.
Puis, tu sais, plus que tu augmentes le nombre d'années, t'en vois sur ce 10% qui reste là, ça diminue. Fait que oui, t'as du renouvellement, mais c'est du renouvellement temporaire, là, tu sais. Fait que ton point de vue sur la sécurité et les conditions de travail, dans le fond, c'est juste 10%, c'est juste le 1 sur 10 non, qui pense comme ça. Tu penses pas que les autres, ils voient ça autrement? Non, je pense que... Mais il serait pas resté même s'il y avait... Ouais. Mais tu l'as nommé, les gens, ce qu'ils veulent pas, c'est être exploités. Ils veulent pas qu'un boss contraigne... Puis on le voit, là. Puis il y a des grandes entreprises, en plus, qui l'ont fait sans des brokers, c'est-à-dire qu'il y a des villes que les gens, une fois que tu t'étais blessé, ils te mettaient dans cette ville-là parce qu'ils savaient que ça allait te faire chier, t'sais. Ou que tu allais peut-être te blesser encore, puis si tu te blessais une deuxième fois, tu étais tassé. Okay. Fait que oui, il y a toute forme d'abus, mais je crois que ceux qui décident, qui aiment ça, c'est comme si, moi je dis, ils assument le risque, ils vivent le risque, puis c'est ça qui fait que c'est des... Mais tu sais, je sais que dans un discours d'aujourd'hui, ça sonne bizarre, là. Puis tu sais, c'est mais drôle. ça sonne très vocation, en fait. Je t'entends parler, puis j'ai l'impression que c'est comme ce qu'on dit sur les infirmières ou sur les éducateurs à l'école. C'est comme, oui, c'est difficile, mais ils le font parce qu'ils aiment ça, fait qu'ils vont continuer à le faire même s'ils n'ont pas des bonnes conditions de travail. J'ai l'impression que c'est un peu dangereux c'est comme, C'est touché. Je sais, puis tu vois, il y a une des seules places que j'ai refusé d'aller. Il y a un congrès sur la santé et sécurité au travail pour les personnes, les employés en gestion de matières résiduelles. Fait que eux, j'ai dit, moi, ce que j'essaie de défendre, c'est une vision sportive du travail. Puis c'est ça que j'avais, parce que j'ai essayé de partir un syndicat avec un de mes chums qui est rendu boss d'une compagnie, en tout cas, directeur général. Puis tu sais, lui avait une vision beaucoup plus CSST, fonctionnaire. Moi, j'en avais une sportive. Puis tu sais, moi, je dis, puis là, ça, c'est de la sociologie du sport, là. Tu sais, on assume dans notre société qu'on va faire du MMA, du UFC, tu sais, qu'on peut se battre, se casser la gueule, avoir des commotions. Au hockey, tu sais, on assume que les gens vont se blesser. On va même valoriser le fait d'être blessé, mais on travaille impossible, parce qu'on tombe dans une logique de management, de primes, de sécurité de santé. Puis moi, je dis que cet emploi-là, si on veut garder la passion et la motivation, il faut le voir un peu comme un sport. Moi, j'aimerais beaucoup plus qu'il y ait un spa, des thérapeutes sportifs, des nutritionnistes, des intervenants. Tu sais, j'aimerais qu'on investisse comme ça. Puis là, je crois qu'on aurait en plus des employés motivés, puis qui retribuent, qui redonnent beaucoup à la société, plutôt qu'avoir des cols bleus qui coûtent vraiment cher, qui veulent pas faire la job, puis qui ils lèvent la main dès qu'il faut avoir une petite égratignure, qui ont mal un peu. Mais je sais que c'est difficile à défendre comme position, puis c'est pour ça que j'ai pas été à ce colloque-là, parce que là, ils voulaient que je fasse une vidéo. Il fallait que j'aille en personne, puis que je puisse répondre des commentaires et des critiques auprès des chercheurs, parce que je sais que c'est difficile. On a passé ma vie, je me souviens, sur le plateau Montréal... Je me suis pogné parce qu'il y avait une fonctionnaire de la ville, aucun rapport de ça, en plus la santé et sécurité. Elle a dit à mon chum, hey, mets tes capes d'acier. Puis j'ai dit à mon chum, tu feras attention, c'est dangereux des capes d'acier. Puis là, elle virait folle. Là. Mais elle est juste venue vous voir sur votre run pour faire un commentaire? Elle est là au Rally Point le matin. OK, mais au moins elle était impliquée. C'est pas juste une personne de la ville qui vous a vu passer. Non, mais après ça, elle nous a suivis toute la journée. Puis là... Tu sais, c'est ça, là, elle m'a demandé comme de débarquer du truck parce qu'elle voulait me parler. Puis là, tu sais, il y avait mon collègue a sacré son camp. Moi, j'étais à 2 doigts de sacrer mon camp. Puis tu sais, j'ai dit, t'as couru combien de temps dans ta vie pour me demander de mettre des capes d'acier? Parce que dans la conception d'un fonctionnaire, tu cours pas. Mais moi, je m'en vais chez l'équipeur, je demande, est-ce que je peux avoir un cap d'acier pour courir, s'il vous plaît? Il me dit, tu peux pas courir avec un cap d'acier. Fait que tu sais, déjà là, c'est comme si deux mondes, tu sais, comme deux univers cognitifs ne se croisent pas. Chacun a sa définition. Puis, ben, tu sais, c'est ça, nous, on court, là, des fois, je cours bien 25 km par jour, là, j'ai une cape d'acier. C'est ce que je pensais, c'est lourd. Puis là, je vais avoir d'autres types de problèmes, musculo-squelettiques, qui vont être des problèmes chroniques, puis ça, auprès de la CSST, je suis pas capable de les fighter. Fait que, tu sais, ça marche pas. J'aime bien mieux, moi, miser sur, comme un sportif, choisir mon bon soulier, ma bonne orthèse, puis les laisser faire un petit peu. Mais le dialogue est difficile parce que nous, on est des vidangeurs. Puis eux, ils n'ont pas l'expérience de terrain. Mais c'est-tu déjà arrivé qu'il y ait... Tu sais, tu parlais tantôt que tu as essayé de monter un syndicat. Y a-tu déjà des gars qui se sont mis ensemble pour se dire, hey, on va se partir une coop, on va se partir une compagnie en juste nous autres qui l'ont déjà fait, le terrain, puis on va la gérer, tu sais, je sais pas. Ouais, mais parce qu'il y aurait toute la mentalité d'entraide serait là, mais vous seriez propriétaire de la business. Ça serait peut-être mon rêve, mais le gros problème, c'est qu'il y a des gros capitaux en jeu, puis c'est difficile de naviguer avec ces grandes entreprises-là. D'aller chercher ta part. Dans le fond, le marché s'est construit contre... Initialement, là, M. Crook, c'est ça qu'il dit, c'est ça que ça devait être. Des petits artisans, moi j'ai connu des petites PME qui organisaient des petits secteurs.
Mais ces petites PME-là sont toutes faites acheter par des capitaux internationaux. Fait que, tu sais, de reproduire ça, moi, j'aimerais ça, mais dans un... Tu sais, comme je disais, ils contrôlent tellement tout que ça serait difficile à implanter, d'être compétitif, parce qu'on est quand même sur la loi du plus bas soumissionnaire. On paye tout trop de taxes, c'est ça qu'on va dire. Fait que, tu sais, moi, si j'arrive, j'ai un beau modèle de gestion... Mais il va nous coûter cher. Ça va nous coûter cher, ils vont faire comme, on va prendre l'autre. Je comprends. Est-ce que y a des blessures graves aussi? Oui. Je peux pas imaginer qu'il n'y a pas des morts. Voire des morts, ouais. Des morts, il y a des morts, des oui, gens mais estropiés. t'en parles des gens, des décès dans ton livre, me semble. Puis de part et d'autre, des fois c'est peut-être les chauffeurs, mais des fois c'est les automobilistes qui nous rentrent dedans, des gens estropiés. Puis moi je me suis fait opérer. J'ai comme une phlébite, j'ai eu une infection dans la jambe à cause d'une piqûre ou je sais pas quoi. Là. Fait que, sans médecine moderne, j'aurais perdu ma jambe, littéralement. Moi, j'ai eu une opération dans l'aine, j'ai eu une chirurgie inguinale, qu'ils appellent. J'ai comme une partie de mon aine qui est sortie. Fait que c'est normal. Là, mais comme tout sportif professionnel, là, on se blesse, ça fait partie de la game, mais oui. Mais t'as pas de commandite de céréales, c'est ça la différence. Ah non! Parce que tantôt tu parlais de MMA puis tout, puis je suis d'accord, j'aime la mentalité, mais ces gens-là sont payés des millions. C'est pas en MMA, mais c'est ça la différence. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Puis là, ça demande... Parce que oui, c'est des bons salaires, mais ça fait penser aux gens au sable bitumineux qui travaillent. Là, avec des gros salaires sans éducation, tu flottes. Ouais. C'est ça que ça fait. Fait que, si t'es pas... Genre à Fort McMurray, que tout le monde... C'est ça, tout le monde... C'est ça. Là, tu vois une micro-cosse qui se crée. Tout le monde brûle son argent, tout le monde a des super gros pick-up. C'est ça. Fait que, tu sais... Sans éducation, cet argent-là part vite. Ouais. Puis il faut penser un peu comme un sportif, disons, européen, qui n'a pas un gros salaire, il faut t'en mettre de côté. Puis ça, effectivement, c'est peut-être ce qui manque pour certains. Là, parce qu'effectivement, c'est pas des gens qui ont tous une très haute éducation. Là. Mais même en année, ça vient. Ça peut venir, c'est juste sur le tard. Ouais. Mais toi, tu as une grosse éducation. Et tu peux juste rappeler ton parcours... Oui, ben là, il y a un peu comme Colin. Moi, j'ai psychosociaux au bac. J'ai fait le BIBAC à l'Université de Montréal. J'ai étudié un petit peu en journalisme. Puis un petit peu... j'ai ma maîtrise en gestion internationale à l'ENAP. Pardon? La gestion internationale, quoi? À l'ENAP, oui. Pas mal ça. Puis tu travaillais-tu déjà comme vidangeur pendant tes études? Tout le temps. Moi, j'ai commencé à 18 ans. Parce que j'avais pas une famille fortunée, puis je savais que j'avais payé mes frais de scolarité. Puis, vidangeur à l'époque, là, c'était vraiment par une compagnie, c'était 18 de l'heure, le salaire minimum était à 7. Fait que oui, c'était bien payé. C'était 16, c'était double. C'est quand même très bien. Là, en plus de tout ce que tu peux ramasser. Là. Moi, je fais de la revente, métaux, puis tout ce qu'on trouve aussi. Fait que ça aussi, ça augmente le salaire. Tu dis que tu avais meublé toute ta maison. Oui. Puis tu sais, moi... Mais t'es où, en fait? Parce que pendant ta run, y a-tu comme une section dans le camion qui se fait pas écraser, puis c'est pour les affaires que vous allez garder? N'importe où. Okay. C'est sûr, là. Tu sais, comme je pourrais montrer des photos, le cab est plein. Okay. Le chauffeur doit dealer avec. Il faut juste pas que j'obstrue ses miroirs, mais le reste, il vivra avec. Puis moi, je vais rester accroché jusqu'à au stationnement à la fin, c'est pas grave. Là. Puis est-ce que les autres gars font ça aussi, ou à chaque fois ils sont comme « Ah, Simon, il va mettre plein d'affaires en avant du camion, c'est lui qui ramasse tout. » Ça dépend. Fait que des fois, oui, tu sais, t'en as qui le font, puis on split à la fin. Comme le trésor, à la fin, on se split moitié-moitié. Il y en a qui ramassent... les métaux, c'est quand même assez commun, là. Ramasser les métaux, parce que c'est assez précieux, ça coûte cher rapidement. Fait que ça, c'est pas mal tout le monde. Ben, pas tout. Bonne proportion, mais ça fait chier pour ceux qui veulent avancer. Tu roules un peu moins vite quand tu fais ça. Mais il y a façon de le faire, là, de cacher dans la run des affaires, puis de repasser après avec mon auto. Là. Mais c'est pas rare, là, surtout des villes comme Boucherville. Là, j'ai fait DDO pour un reportage avec Cogeco. Mon auto était pleine. Je veux dire, même des fois, j'ai réfléchi à aller travailler en vélo. Puis je fais, je pourrais prendre les affaires. Parce que mon poids écologique, mon empreinte va être plus basse quand même si je prends mon auto. Oui, parce que tu vas tellement pleine de stock. C'est fou, là. Mais puis la revente des métaux, c'est une coupe de 100$, genre, ça te fait... C'est quasiment... c'est pas juste symbolique, là. C'est un bon petit revenu. Bon petit revenu, ouais. Puis, parce que c'est un peu comme tout, là, il faut que tu apprennes les différents métaux, la valeur des métaux, il faut que tu apprennes comment bien les trier. Ça, c'est un autre monde, là, le monde des ferrailleurs, la ferraille. Fait que c'est comme si être vidangeur, c'est concomitant. Fait que, il y a des ferrailleurs qui sont vidangeurs et ça va ensemble. Fait que une fois que tu apprends ça, il y a manière de faire un peu d'argent. Puis moi, je dis aux gens, le cuivre, c'est une ressource qui est appelée à disparaître. Puis certains même plombiers le savent. Là. Fait que c'est une ressource stratégique pour la transition écologique. C'est des métaux qui disparaîtraient, là, littéralement. Ouais. Fait que on va quand même les chercher, on les revalorise. Fait que moi, je trouve que c'est majeur comme impact. Là, fait que... Mais il y a certaines entreprises, tu vois, qu'au nom de la sécurité, ils vont t'empêcher de faire ça.
Ouais, ok, je comprends. Ouais. Tu comprends? Fait que ça moi, un contremaître me dit ça, mais je l'envoie promener. Puis je m'en vais pas un autre employeur. Ouais. C'est pas plus compliqué. Parce que moi, je trouve que ça a plus de valeur de le faire que de pas le faire. Là, puis de nous, les risques, il y en a tellement que c'est pas ce risque-là qui est... On va pas essayer de toutes les contrôler de toute façon C'est parce ça. qu'on va virer fou. Hein. Mais pour continuer ce dont on parlait avant, tes études, est-ce que après tu les exerces ou est-ce que tu fais à temps partiel Oui, parce que moi, j'ai été au cégep, j'ai été voir un orienteur. Puis j'ai dit, moi, je fais des vidanges, tu sais, puis j'adore ça. Mais il m'a dit, c'est cool, mais tu sais, mais encore, là. Fait qu'il m'a dit, tu sais, mets d'autres cordes à ton arc, parce que, premièrement, tu sais pas combien de temps tu vas pouvoir le faire, dans quelles conditions. Donc, j'ai toujours eu ça en tête. J'ai toujours travaillé temps partiel, comme vidangeur, parce que ça magane, premièrement. Ça magane beaucoup, surtout temps plein, ça magane encore plus. Avec des enfants, encore plus, parce que tu peux pas te reposer. Donc tu sais, j'ai toujours fait du 2-3 jours. Puis des fois un peu plus dans les temps forts. Tu sais, comme les feuilles, le déménagement. Fait que j'ai travaillé comme intervenant à Croix-Rouge canadienne, comme coordonnateur en santé mentale. J'ai écrit des articles comme journaliste. Intervenant en centre de crise aussi. J'ai fait centre de crise. Ouais, d'essayer de toujours avoir ça. Puis je pense que mon expérience en intervention m'a aidé justement dans le livre pour aller chercher les témoignages. Là, puis justement, c'était comme un souci. De bien les rapporter aussi. Puis, avec bienveillance. Puis, Mais moi, j'adore ta philosophie du travail et on voulait un peu aussi aborder notre discussion comme ça, sur le privilège un peu de faire des emplois qui nous passionnent et de le faire par intérêt. Parce que moi, ma carrière principale, c'est d'écrire, mais je prends toujours un emploi à temps partiel à côté. Puis j'essaie toujours de prendre des emplois les plus bizarres possibles. Comme j'ai déjà monté de la porn. Juste avant d'accoucher, je travaillais dans les pompes funèbres dans un cimetière. J'ai travaillé au casino, mais je fais toujours des jobs qui m'intéressent vraiment pour voir des trucs. Éboueuse, je pense que j'aurais adoré ça, mais comme physiquement, je suis certaine que j'en ai pas la capacité. Mais moi aussi, j'aimerais bien faire un travail aussi pour s'entraîner, c'est bon pour la santé, qui est bon aussi pour la de faire santé, un travail sportif. En fait, c'est ça. Puis moi, j'ai découvert, tu sais, je dis que mon truc, c'est intégré, parce que dans mon parcours en sociologie, j'ai connu l'école de Robert Linhart des années 60 en France, là, tu sais, qui est le mouvement des établis. C'est des gens en sociologie qui quittaient l'école puis qui allaient, tu sais, comme sur le plancher des vaches, là, travailler dans des domaines ouvriers. Fait que quand j'ai lu lui, M. Linhart, j'ai fait comme OK, c'est ça que je fais. Là, je l'avais pas lu, mais c'est ça que je fais. Puis, sans le savoir, c'est déjà ça que tu faisais. Ouais. Parce que c'est ça pour moi, puis c'est Georg Simmel, là, la position de l'étranger. Il n'y a jamais une meilleure position que celle de la personne qui arrive. Les premières journées, les premières expériences dans un univers, même j'ai fait de la plonge dans un restaurant, tu découvres un univers, puis tu as un regard vraiment intéressant que des fois tu perds. Là, tu normalises éventuellement tu banalises ce que tu vis. Fait que tu sais, j'adore ça. Moi aussi, c'est ça que je fais. J'ai fait plein de jobs. Travaillé dans une cour à bois où tu as le même genre de gens, fait des toitures. Fait que c'est super important. Puis c'est aussi, moi, j'en explique dans mon livre. Là, puis ça, c'est peut-être plus côté comme engagement social. Là, mais tu sais, moi, je trouvais que j'étais chanceux d'aller à l'école. Vraiment beaucoup. Là, c'était vraiment, moi, j'étais allé à l'université puis je me disais, il y a des gars qui travaillent super fort. Puis des gars, des filles, des préposés bénéficiaires, des concierges. Pendant que moi, j'ai la chance d'être assis. Ça se mérite cette place-là. Puis j'ai énormément de considération pour ceux qui n'ont pas la chance. Puis même s'ils ont la chance, ils te permettent quand même, toi, d'investir en toi, pendant qu'eux investissent en la société. Là. Fait que moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que c'est une belle position. Puis c'est très... Honnêtement, moi, j'ai écouté une couple d'entrevues, j'ai lu ton livre, puis c'est très contagieux quand t'en parles, là, tout le temps. Ouais. Justement, je me demandais, tantôt, tu parlais de ton ami avocat. Lui, as-tu décidé de venir te voir juste parce qu'il t'entendait en parler, puis t'es comme, ça a l'air trop nice, je veux voir de quoi ça a l'air? Ben, moi, tu vois, je joue... Je suis animateur je suis game master, là. Je suis gardien, puis lui il vient à mes quests, puis dès que je parle de vidange... De D&D, là. Ben moi, c'est Call of Cthulhu. Moi, c'est trop mainstream, Donjons & Dragons, là. J'ai comme été... je suis COC, puis ces temps-ci, puis tu vois, j'essaie de pas trop parler de vidange parce que ça me passionne. Puis là, tu sais, un moment donné, il a ouvert la porte. Mais ça rentre-tu dans tes quests? Il y a des affaires de vidange? Non, mais là, on parle avant, puis là, après, puis là, tu sais, ça parle de vidange, puis là, tu sais, je me contiens parce qu'il y a beaucoup de mes amis qui l'ont fait. Tu sais, comme, dès que j'en parle, je trouve que ça prend trop déjà, je parle tout le temps. Fait que là, je suis comme, bon, c'est assez. Puis là, dès que j'en parle, c'est contagieux. Puis les gens font, aïe, je veux le voir. Puis lui, tu vois, il est mordu. Là. Il adorait ça. Là.
OK, fait qu'il va continuer à y aller. Puis... Le plus possible. Il prend même des congés au travail pour venir. C'est fou. Mais lui, il voit ça, tu sais, il y a une job qui est déjà très demandante et probablement très payante s'il est avocat. Fait que lui, il voit ça un peu comme un hobby. Là. Il fait ça, c'est pas pour arrondir ses fins de mois qu'il va avec toi. C'est vraiment, il le fait par intérêt. Okay. Intérêt. Là, il n'est pas avocat présentement, mais tu sais, il a une position comme de gens dans un bureau. Là, fait que, il trouve ça passionnant. Puis tu sais, il dit, puis c'est un peu ce que j'explique, c'est, tu sais, quand tu écris un article ou tu fais un podcast, tu sais pas l'impact immédiat. Mais quand tu ramasses des vidanges, c'est tellement concret. Là. Tu finis puis la rue est propre. Oui. Il y a une satisfaction qui doit être énorme. Dans l'immédiat, c'est clair, il n'y a pas de doute. Fait que ça, c'est fort. C'est précieux, là, je pense. Puis surtout dans des jobs où on est très sédentaire, avec des jobs de bureau, l'impact est tout le temps un peu différé. Oui, on le sait jamais, oui. On voit jamais, on sent jamais quelque chose qu'on a fait. Oui. C'est ça. Fait que un peu comme un artisan. C'est pas un emploi d'artisan, mais c'est un emploi d'ouvrier. Fait que il y a ça, puis je pense que lui, il a plongé là-dedans, il a fait tailler, c'est cool. Mais aussi, c'est un rêve d'enfant que tout le monde refrain parce que tout le monde a envie d'être debout à l'arrière du camion qui roule. Là, Est-ce que les vidanges, c'est le reflet de notre âme? Est-ce que ça dit beaucoup sur nous-mêmes? Énormément. Puis tu sais, j'ai été au Salon du Livre un événement hors des murs en fin de semaine, puis on disait de donner la personnalité de la ville de Montréal. Puis moi, c'est ça, mon focal, c'était sur les déchets. Puis j'ai dit schizophrène et dominé. C'est dans le sens que ça dit beaucoup là, de notre société de consommation. Ça dit de la facilité de jeter. Parce que là, je donne l'exemple. Puis ça, malheureusement, on n'a pas vraiment beaucoup de livres de la socio-histoire des déchets au Québec. Là. Ça, c'est manquant. Moi, j'ai dû aller beaucoup États-Unis ou même France. Puis tu sais, au Moyen-Âge, on avait peut-être une meilleure conception des déchets. Là. C'est-à-dire qu'ils étaient réintégrés dans les cycles. Oui, ça puait. Ça a été ça l'enjeu qui fait qu'on a été vers un accent très sanitaire et moins, disons, écologique, mais c'était plus écologique. Là. Puis moi, je pense, il y a beaucoup de gens, tu sais, avant, des agriculteurs dans mon coin qui avaient beaucoup de biens, mais c'est parce qu'ils ne pouvaient pas acheter. Fait que, tu sais, c'était un peu des gens qui étaient très dans le réemploi, dans le deuxième ère, sans même qu'on leur ait dit qu'il fallait faire du réemploi. Là, fait que nous, on est tombé dans une société du jetable, puis ça paraît. Ça paraît, puis nous, on va vite. Comme on a parlé tout à l'heure, mais même lorsqu'on va pas vite, on est quand même la société qui jette le plus de déchets le plus rapidement possible, le plus efficacement. On a comme un surplus de marchandises. Puis là, c'est pour ça que je parlais de Georges Bataille, la part maudite, c'est notre âme. Là, on a de la difficulté à connecter avec l'ampleur des déchets, l'ampleur de ce qu'on jette. D'après moi, c'est la raison pourquoi on l'invisibilise. Les déchets sont souvent mis de côté sur la maison. Mais parce qu'il y a une honte. Il y a une honte sur notre niveau de consommation. D'après moi, qu'elle soit consciente ou non, moi, je crois que c'est ça. Puis, tu sais, moi, je le fais le test. Là, admettons qu'une poubelle est lourde, je dis à un citoyen, commande. Puis il dit, c'est ma femme. C'est le voisin. On l'assume jamais. On l'assume pas. On n'assume pas. Puis une fois qu'on l'assume, c'est malaisant parce qu'on jette beaucoup, tu sais. Puis là, des fois, on se questionne, puis là, finalement, on choisit la facilité parce que moi, je veux pas culpabiliser les gens. Là. C'est super compliqué de bien jeter. Puis il y a une grosse part qui est due probablement à l'éco-conception, aux différents centres de tri. Fait que c'est pas facile, mais on n'est pas à l'aise, on n'est pas en mesure, en tout cas, de prendre le temps qu'on devrait pour bien disposer. Parce que justement, on consomme peut-être trop. C'est ça, je dis, si on mettait autant de temps dans la recherche de bien consommer, là, quel produit, quelle marque, puis on en mettrait autant, dans le fond, dans le fait de bien disposer. OK, ça recycle où mon centre de tri? Dans le fond, ma collecte est affiliée à quel centre de tri, quel centre de compost, ça va aller où? OK, finalement, c'est pas bon de recycler dans mon secteur, il faudrait que j'aille le porter. Ouais. Si tu te mets à te questionner comme ça, tu fais, je veux rien acheter, là. Je veux rien acheter, c'est bien trop compliqué. Moi, c'est ce que je fais des fois. Là, j'ai de la misère à acheter de quoi, là, j'essaie de le réparer. Là, il me fait ça, là, tu regardes des vidéos YouTube, là, tu finis plus, là, tu fais, la prochaine fois, j'achèterai pas, là, c'est bien trop compliqué. Mais cette démarche-là, je pense qu'on la fait peu parce qu'on s'est construit un modèle sur la facilité. Puis la facilité, pour moi, c'est un peu ça, notre problème au niveau de l'âme. C'est pour moi, on devrait avoir un état de conscience. Puis si on va vers la responsabilisation, ça fait qu'on aurait peut-être un plus bel âme, puis ça ferait qu'on devrait changer quand même diamétralement, pas diamétralement, mais vraiment beaucoup nos comportements, puis ça serait un bon défi. C'est pour ça que moi, je parle de changement de paradigme, littéralement, là, pas le paradigme du Moyen-Âge, mais un nouveau paradigme, là, qui serait celui de on jette vraiment moins, là, que c'est difficile de jeter. Là. Mais parce que c'est un gros changement de paradigme, vite, parce que en même temps, c'est pas juste... L'économie s'écroulerait, parce que l'économie dépend du fait qu'on consomme beaucoup, puis qu'on jette, puis que c'est réutilisé tout le temps. Fait que oui, c'est gros, là, tout... C'est une super bonne analyse, une bonne synthèse. Moi, je trouve que c'est de toutes les critiques du capitalisme, ça, c'est l'angle mort. C'est-à-dire,
pour qu'on puisse consommer autant, il faut jeter. Puis pour ça, il faut un système de gestion des matières résiduelles. Puis là, tu sais, c'est drôle parce qu'Harold Crooks, il le fait. Là, la plus grosse compagnie de gestion des matières résiduelles aux États-Unis, c'est Waste Management, tu sais, le système de gestion des matières. Puis, fait que tu sais, c'est là-dedans qu'on est. Puis sans ce Waste Management-là, le capitalisme, ça va mal parce que on repense lorsqu'il y a eu le World Trade Center, les tours qui sont tombés, tu sais, Bush il a dit, je pense le lendemain, il a retourné dans les magasins. Là. T'sais, présentement, ce qui drive la croissance, c'est beaucoup la consommation. Ouais. Fait que, ça, c'est moi, je trouve que c'est notre angle mort. Puis là, c'est pour ça qu'on parlait des entreprises tout à l'heure. Je veux pas les attaquer directement parce qu'en fait, on a besoin d'elles, mais on a besoin de leur faire comprendre que c'est des acteurs pivots pour un changement radical. Après ça, une fois que tu leur proposes, je sais pas qu'est-ce qu'elles vont dire, mais je crois qu'on est pris avec elles. Là. Fait que qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Puis qu'est-ce qu'elles sont prêtes à faire, elles, pour faire un changement? Puis quand tu dis les entreprises, tu veux dire les entreprises de gestion de déchets? Oui, okay, les entreprises de gestion de déchets. Parce que les municipalités, ils ont la charge de trouver les contrats, mais ils contrôlent peu. Donc, ils ont besoin des entreprises. Les entreprises, elles, veulent faire de l'argent. Elles sont beaucoup dans l'efficacité. Mais il faudrait essayer de les amener à OK, mais si tu t'en vas dans un centre de transbordement, tu vois la liste des choses qu'ils ne devraient pas se retrouver dans un centre de transbordement. Si tu regardes le billet de dompe, là, tu vois la liste des choses que tu ne devrais pas mettre dedans. La ville va faire des communiqués sur la liste de choses que tu dois... Mais OK, fine, mais qui s'occupe vraiment de s'assurer de l'implémenter, comme on dit, cette mesure-là? Ce que vous marquez, il n'y a personne. Là. Puis c'est pour ça le reportage à Cogeco, c'est tu fais une run, tu ouvres les sacs, tu ouvres les poubelles, tu vas voir, il n'y a personne qui se soucie de faire respecter les mesures qu'on se donne, qui s'en donne les moyens. Fait que, c'est une schizophrénie. C'est pour ça que je disais, on est schizophrène de notre consommation. Là, et dominé par nos objets. Et dominé, oui. Par nos objets et les entreprises qui, elles, devraient encourager aussi le changement. Mais toi, tu dis que les gens ont honte de la masse de déchets qu'ils produisent, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment peu de gens qui se font une réflexion comme ça. Inconscient ou conscient. Je pense qu'il y en a que c'est inconscient. Ouais. C'est pour ça, ouais. En tout cas, mon humble avis, là, c'est pour ça que j'aimais bien le concept de part maudite de bataille. Là, c'est un peu le but du livre, là, c'est de nous mettre devant. Puis là, je le dis, il y a des gens qui ont déjà été visités un site d'enfouissement et se sont mis à pleurer. Littéralement, là, tellement que ça les a saisis. Ouais. Puis c'est simplement qu'on vit, bien, mais c'est normal, le rythme de vie moderne, ça va vite. On veut pas prendre conscience c'est lourd, c'est pesant. Mais je crois que si on s'y penche, si nos enfants nous le disent, éventuellement par l'école, la sensibilisation, on fait « Ah, oh, fuck, je suis là-dedans depuis un bout, là. » Mais d'ailleurs, toi, est-ce que tu étais déjà un peu éco-anxieux et anticapitaliste avant, ou c'est la job qui t'a donné ça? Anticapitaliste, là, c'est le terme que tu utilises, là, mais oui, ça un peu plus. Là, moi, j'ai été en immobilier quand j'étais jeune parce que je voulais pas avoir un propriétaire qui... j'ai été vendre mon premier bloc en vélo, puis le gars qui l'a acheté, il y avait un Hummer. Puis je me suis dit, moi, je ne vais plus jamais financer le Hummer de quelqu'un d'autre. Fait que ça, oui, ça, c'est un côté que j'ai. Éco-anxieux, pas du tout, puis même, c'était même pas un terme, moi, qui existait pas, vieux. À 18 ans, je l'avais pas, puis j'étais pas si tant écologique. Je commençais, mais en fait, ça me fait réfléchir qu'on n'en parlait pas tant que ça il y a 20-22 ans. Là, beaucoup moins. Ça, beaucoup moins. Fait que, question que tu dois te faire poser tout le temps, là, mais ça vaut-tu la peine? La récupération, elle se rend-tu vraiment à la récupération? Parce que j'entends plein d'affaires aussi qu'on sait jamais. Il y a plein de monde qui disent que ça vaut même pas la peine de récupérer. Il y a deux affaires, oui, c'est ça. Tout se retrouve de toute façon en enfouissement. Ça dépend des quartiers, c'est ça que je comprends, en fait? Oui, c'est ça. Puis moi, je suis pas un expert. Il y en a, là, mettons Grégory Pratt, j'ai en tête que lui, c'est un expert technique, là, tu sais, puis d'ailleurs, juste d'avoir un expert technique, c'est bizarre, ça devrait pas, là. Mais tu sais, comme de dire où ça va où. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est que je vois les écueils du processus sur le terrain. Tu sais, comme des villes qui décident de faire, pour simplifier, tu sais, il y a 3 voies présentement, le compost, recyclage, déchets, en gros, la plupart du temps, il peut en avoir plus. Puis là, tu sais, en les regroupant dans une même journée, ben, ce que ça fait, c'est que les sacs à déchets vont être mis sur les sacs de recyclage. Des fois, les gens vont penser qu'un sac blanc, ben, c'est un sac qui va se recycler, mais la compagnie dit de ne pas le faire. Des fois, il y a les cols bleus, parce que c'est une autre compagnie, des fois, les cols bleus vont garder beaucoup de secteurs de recyclage, fait qu'ils vont laisser un sac bleu parce qu'il y avait des déchets. Fait que là, tu le ramasses, mais des fois, non, c'est la personne qui est sortie en retard. Ouais, fait que, tu sais, ça, c'est de la microgestion. C'est ce que les villes ne sont pas intéressées à faire. Les compagnies... Ils s'en foutent parce que ce qu'on leur mandat au final, c'est de faire disparaître les déchets. Fait que, tu sais, ça, c'est un écueil. Puis, il y a même des secteurs là, où tu vois des robots, là, qu'on appelle les chargements latérales, les pinces sur le côté. Ben, tu sais, ces secteurs-là, ils collectent rien alentour du bac.
mais les citoyens ne le savent pas. Fait que là, tu vois alentour des bacs, des fois, plein de boîtes de carton qui vont pas être prises. qui vont être prises par les déchets, parce qu'on nous demande de nettoyer. Fait que, tu sais, ça, il y en a énormément. Puis, tu sais, c'est que du moment qu'on pose des questions, on voit tous les problèmes dans le système. Puis c'est pour ça que je dis, c'est difficile à dire pour une place donnée, qu'est-ce qu'il y a. Tu sais, moi, je sais que Tricentris, qui est une OBNL, à l'acheter à côté du site d'enfouissement, mais tu sais, ils sont super responsables. Fait que si tu es affilié à Tricentris, c'est cool. Si tu es affilié à des centres qui sont des brokers de matière puis qui exportent ça à l'étranger, ben là, il faut que tu questionnes. Où s'en vont les déchets? Est-ce qu'ils vont te le dire? Comment on fait pour savoir, nous, où ça s'en va Moi, j'appellerais ma municipalité. Puis ce qui est intéressant, c'est que dès que tu poses des questions, tu vois que... Ils savent pas, mais ils savent pas. Tu t'en vas à la pharmacie, tu demandes mes médicaments. OK, vous les recyclez? Oui. Qui? Ah, c'est une entreprise. Ils font quoi avec? Ah, ben là... On n'est pas habitué à poser des questions. Puis puisque personne pose de questions, je crois que ça ne devient pas un enjeu. C'est comme électoral, municipal. Ou au contraire, les seules fois que c'est un enjeu, c'est un peu comme à Schlag, c'est un enjeu comme négatif. Là, c'est pour aller contre et non pour une proposition de changement. On voit ça comme une contrainte. Fait que si on pouvait essayer de se réapproprier le déchet, c'est-à-dire de vouloir faire quelque chose par nous-mêmes, ben, ça pourrait éventuellement amener des décideurs, des gens dans le fond qui sont intéressés à faire des changements, encourager à le faire vraiment. Là, je me demandais si ça avait évolué au cours du temps, le portrait des poubelles que tu vois. Est-ce que les gens sont pires ou moins pires qu'avant à ce niveau-là? C'est intéressant. C'est une question qu'on me pose. Je la réfléchis encore. Il y a beaucoup de transferts. Parce que, dans le fond, d'avoir plusieurs voies, ce que ça fait, c'est que tu prends ce que tu jetais ultimement et tu le mets dans une autre voie. Fait que le net fait que, oui, on diminue un petit peu, mais on jette encore beaucoup. Donc, on consomme encore beaucoup. T'sais. Ce qui est dommage, c'est que, comme je disais, les différentes voies fait que c'est pas parfaitement au bon endroit. T'sais. Mais des comportements et des stratagèmes nocifs, il y en a encore plein. Là. Puis, le bac brun, pardon, pas le bac brun, le bac noir qu'on choisit, là, qui est beaucoup plus dans l'esprit d'une salubrité, que ça soit clair, que ça soit propre des déchets, mais c'est dangereux. Moi, je dis les bacs noirs, c'est comme un trou béant infini. Là. Comme moi, quand je fais de la ferraille le soir, lorsque je me promène avec mon auto, je check dans les bacs, parce que dans les bacs, tu peux jeter de l'or, tu peux jeter de l'argent, tu peux jeter de la cope, tu peux jeter de l'huile, tu peux jeter des pneus, tu peux tout jeter. Là. Fait que oui, ça a l'air propre dans les banlieues, mais tu peux mettre n'importe quoi. Tu peux jeter des affaires que tu n'as même pas le droit d'acheter, justement. Et voilà. Ouais. Fait que c'est pas... Fait que ça, il y a eu ça. Puis là, on fait un peu de socio-histoire des déchets. Le préfet poubelle à Paris avait instauré la poubelle. Parce que justement... Les boueurs, les gens qui ramassaient les boues et les déchets pour les remettre dans les cycles, soit aller les porter en région pour les fermiers ou refaire avec des tissus, soit du papier, du papyrus ou autre, bien, à un moment donné, il fouillait dans les déchets. Fait que là, M. Poubelle a dit c'est assez. Fait qu'il a mis des poubelles. Fait que là, de fouiller dans une poubelle, c'était plus difficile. Puis dans cette même logique-là, de la poubelle, on s'en va vers le bac. C'est une logique sanitaire, mais pas très écologique. Pour moi, présentement, puis ça a fait ça avec les bacs bruns. Le bac brun, c'est cool, mais reste que la meilleure affaire, c'est de composter chez soi. Ou dans un jardin communautaire où tu l'amènes. Parce que tu remets ça dans les mains d'un système qui, lui, va déplacer des trucks. Puis là, je pense à des places où, dans un rang de campagne à Mirabel, tu vas devoir déplacer le truck pour un bac d'un agriculteur qui a en masse la place de mettre son compost, mais puisque tu lui as dit de mettre son bac, il va le mettre. Fait que, tu sais... Ça, c'est comme vraiment un des problèmes qu'on a créés. Puis encore une fois, c'est pour ça que je parle de réappropriation des déchets. Il faut juste essayer de les garder, d'apprendre que c'est pas des déchets, comme de composter soi-même, d'essayer de réparer. C'est qu'on choisit encore une fois la facilité. Puis c'est comme si, puisque c'est le choix qu'on a décidé de faire, comme le système nous encourage à le faire. Fait que c'est ça comme qui n'a pas changé. Mais là, ça va sembler cynique et pessimiste. Là. C'est ça que j'aime pas. Là. Mais tu sais, il y a des beaux trucs quand même. Là. Puis les éboueurs au Moyen-Âge, justement, ils n'étaient pas employés pour ça. C'était des gens qui décidaient d'aller fouiller dans les poubelles pour récupérer les affaires. C'est drôle parce qu'on revient vers ça. Là, on en veut des gens indépendants qui vont aller fouiller dans les poubelles puis qui vont gérer les affaires à la place de la ville. Écoute, on m'a jamais demandé de creuser, mais c'est intéressant parce que il y avait les boueurs, dans le fond, se promenaient avec des chariots, puis même des fois, les villes leur donnaient une médaille qui
qui les arrimait, les amenait dans le fond à ramasser, collecter un secteur en particulier. Mais tu sais, nous, les ferrailleurs, ce qu'on fait avec eux, c'est que bon, c'est des gens un peu sur le side, on sait pas ce qu'ils font, de la façon qu'ils le font, on sait pas où ils amènent les déchets. Mais tu sais, au Moyen-Âge, on leur donnait un badge, on leur certifiait, on leur donnait une redevance parce qu'ils disposaient de déchets que la ville n'avait pas à s'occuper. Ouais. Fait que tu sais, au Moyen-Âge, on faisait mieux qu'ici. Tu sais, ici, moi, j'ai toujours pensé, pourquoi qu'une ville... Puis j'en ai vu, tu sais, Sainte-Marthe-sur-le-Lac encourageait leurs citoyens, par exemple, à mettre tout ce qui était ferraille, en tout cas métaux, à côté de leur bac, pas le Puis mettre ça dedans. pouvait être ramassé par n'importe qui. Par un N'importe quel ferrailleur. Il encadrait pas. Ok. Mais il savait que bon, ça disparaissait par des ferrailleurs. Fait il y avait une sorte de prise de conscience, mais reste que si eux, ils te pognent un 15 tonnes de matière de ferraille, en tout cas, c'est 15 tonnes de moins, donc ça se fait sauver à la municipalité en frais de déchets. Là. 15 tonnes, mettons, à 200 $, c'est sauvé. Ouais. Fait que, pourquoi ne pas les encourager? Parce qu'en plus, les ferrailleurs sont beaucoup dans la fluctuation des prix des métaux. Là. Fait que, tu peux passer de 70$ la tonne de fer à 240. Fait que, ça détruit un business. Là. Donc, je comprends pas pourquoi on les a pas intégrés. Puis c'est ça que moi j'encourage avec Saint-Jérôme le fait un peu, c'est d'essayer d'intégrer les déchets, tout le processus, tout le système. C'est comme si c'est ça qu'on a fait, on l'a désintégré par la grande entreprise, fait que de le réintégrer, d'essayer d'encourager ceux qui font de bonnes actions. Là. Puis là, vous seriez encore... il y aurait ça pourrait être ça pour toutes les vidanges. Ça serait encore plus des mercenaires, que tout le monde est comme un peu indépendant, va se gérer ses affaires, les ramène à la dompe, puis est payé par la ville directement là-bas après. Ouais. Parce que les ferrailleurs, pour en côtoyer, c'est un peu... C'est ça. C'est des indépendants. Oui, ils n'aimeraient pas ça être embauchés par la ville. Puis c'est cool. C'est cool parce qu'eux, ils font leur affaire à leur façon. C'est juste que tu leur donnerais un incitatif, tu leur donnerais peut-être un peu des règles pour éviter de faire des absurdités. Parce que les ferrailleurs, j'ai entendu des trucs. C'est pas nécessairement des écolos. Là, c'est pour ça qu'on revenait sur la taxation. La taxation, on est tous... Comme vecteur de changement, reste que l'argent, c'est un bon moyen. Là. Fait que, si faire un plus d'argent avec des métaux, ça peut être par des moyens non écologiques et simples, ils peuvent le faire. Fait que, si tu leur dis, hey, à la place, on va te donner une meilleure façon de le faire, puis en plus, on va te rétribuer pour la contribution que tu as pour la société. Parce que l'Union européenne le fait. Nous, je pense qu'on l'a... Moi, je n'ai pas trouvé. Mais tu sais, comme combien de CO2 est enlevé dans l'atmosphère si tu recycles une tonne d'aluminium versus la produire. Fait que ça, c'est des chiffres que l'Union européenne a, puis qui sont majeurs. Là, moi, je dis tout le temps, là, mes deux autos sont moins que carboneutres. En fait, je pourrais donner du carbone dans mon quartier parce que je recycle énormément. C'est juste que mes chiffres sont ceux de l'Union européenne parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas intégré ou réfléchi, en tout cas, à ma connaissance, là, au Québec. Là. Y a-tu... C'est quoi J'imagine en même temps, vous fouillez pas dans les poubelles tout le temps, là. Mais c'est quoi l'affaire la plus weird que t'as trouvée dans les poubelles de quelqu'un? Une plotte. Une noune. Ouais. Mais comme un jouet, c'est comme... Okay, comme tu vas trouver des vibrateurs, tu vas trouver des trucs comme ça, mais là c'était comme une plotte en silicone. Ouais, puis était usagé, là, était utilisé, là, fait que ça c'était weird, à point de calumet, je m'en souviens encore. Oui, mais ça, les vibrateurs, personne ne sait comment les... Mais ça, c'est super intéressant. Ouais, où tu jettes les vibrateurs, là, parce que on a déjà parlé, parce que c'est des matériaux genre, silicone, je sais même pas où ça va, il y a un petit moteur dedans, fait que ça faudrait l'amener à l'éco-centre, en fait, ton vibrateur, mais... Je pense que ce serait le bon mot. Mais, sociologiquement, tous les vibrateurs que j'ai trouvés, c'était dans les poubelles publiques. Oui, les gens osent pas les jeter chez eux. Pourtant, les condoms, un shitload partout, là. Des condoms ouverts, ça se retrouve sur le bord de la cuve, par terre. Mais j'ai comme eu l'impression que les filles, les femmes, osent pas jeter devant chez elles leurs jouets sexuels. Moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Puis les gars, ils s'en sacent. Fait que ça, c'est une démarcation que j'ai vue par, comme ils appellent ça rudologue, là, par l'analyse de la façon des comportements des gens lorsqu'ils jettent là, dans les poubelles publiques. Fait que ça, c'est drôle. Puis, Mais moi, ce que j'ai vu dans les gens qui étudient les poubelles, c'est que c'est même plus précis que la sociologie, parce que les gens mentent beaucoup, mais leurs poubelles mentent pas. Ouais. Puis, par exemple, ils downgradent beaucoup leur consommation d'alcool, et en fait, quand tu fouilles dans leur poubelle et que tu comptes, là, t'as la vraie réponse ou des choses comme ça. Ouais, ça dit tout, les ordures, c'est fou. Là. Comme je dis, tu peux savoir si quelqu'un tombe enceinte dans un ménage. Tu peux savoir le nombre d'enfants par rapport au nombre de couches que je vois. Tu sais tout, là. Tu peux savoir, en plus, les gens sont... comme lorsqu'ils achètent une grosse télévision, tu vois le... Ouais, tu vas la boire. Tu vas la boire, fait que dans ma tête, c'est où? Je sais pas si c'est le bon move, mais tu vois tout, là. Tout est... Puis les gens, je pense que vu que c'est invisibilisé, ils ont l'impression que... Écoute, je ramasse des cartes de crédit, là, souvent, là.
Ça serait facile là, de frauder quelqu'un. Moi, je l'ai. Ah oui, je l'ai les gens jamais prennent fait. pas la peine de le couper ou quoi que ce soit. Ils font Pas juste, en tout. Fait que, tu sais, c'est risquer les papiers personnels. Tu sais, ça serait super facile. Là. Mais puis après ça, le pire, c'est que je doute pas qu'il y en a qui en ont abusé. Là. C'est facile, ça serait facile de le faire, là, mais les gens, ils sont comme inconscients. Ils mettent ça sur le bord du chemin. Puis, ce serait impossible de retracer. Si quelqu'un te fraude, c'est impossible de retracer que c'est ton éboueur qui a trouvé. Si quelqu'un prend ta carte de crédit, c'est tellement. Ouais. c'est pas ce que tu penses. Puis tu sais, comme l'histoire que, là, ces temps-ci, j'essaie de comprendre parce que, tu sais, dans le fond, les gens mettent leurs déchets en servitude. Servitude de la ville, souvent, ou en tout cas. Fait que tu sais, c'est à qui le déchet une fois que c'est mis. Parce que moi, j'ai eu des Comme conflits. légalement, genre. Ouais, c'est légalement. Puis j'ai demandé à un avocat, j'ai demandé à un urbaniste, puis on se penche là-dessus. Parce que moi, je pense à partir de la déresponsabilisation. T'sais, une fois que je le mets, pouf, c'est plus à moi. C'est plus à moi. Le contenant est à moi, le contenu est à qui? On ne sait pas. Puis le meilleur exemple que j'ai de ça, c'est un vidangeur a déjà trouvé une photo nue d'une fille. Il apprend, il regarde. Puis le gars, il sort avec sa blonde. Puis il voit que le vidangeur est en train de regarder les photos de sa blonde nue. Puis ils se sont pognés. Parce que lui voulait que le vidangeur redonne les photos, mais lui il dit non, il dit c'est à moi maintenant, je l'ai trouvé dans les vidanges. Ah ouais. Fait que tu sais, ça va jusque-là, tu sais. Fait que tu fais OK, c'est à qui ces déchets-là? Puis je pense que ça participe du flou. C'est à tout le monde et personne à la fois. Mais j'ai l'impression que légalement, parce que ce cas-là est super intéressant, mais légalement, comme moi, si je me mets vidange dans un endroit de la ville où je suis pas supposé, c'est moi qui est responsable, c'est moi qui va avoir une. Si je me fais pogner, c'est moi qui va avoir une amende. Fait que c'est ma responsabilité. Ça sera encore à toi. Peut-être. Mais j'avoue que si quelqu'un fouille dedans, c'est super intéressant. Même affaire, tu sais, il me semble qu'il y a ça souvent dans les films, t'as un enquêteur qui va aller fouiller dans tes poubelles. Oui. Y a-tu le droit? Probablement qu'il y a le droit. Ben, en même temps, si c'est sur ton La terrain. ville le fait. Comme présentement, Centre-Sud, ils ont la fameuse police des poubelles. Puis c'est super facile avec le recyclage. Parce que le recyclage, Oui, les gens tous tes papiers sont là, ben oui. Fait que tu sais c'est qui à qui donner l'amende. Fait qu'eux, ils le font. Puis ils ont le droit. Probablement à Ouais. l'égalité, ouais. Ouais. Fait que c'est ça, c'est vraiment touché. Puis ça, comme ferrailleur, c'est encore pire parce que si tu arrives le soir dans les déchets de quelqu'un puis tu fouilles, mais des fois ils sortent, ils t'invectivent, ils sont pas contents. T'sais, pourtant, tu rends un service à la société, puis ultimement, même tu leur réduis peut-être leur taxation parce que tu enlèves de leurs déchets, mais ça crée un conflit. Ouais. Si on t'acquit les déchets. Ça, c'est quelque chose qui, d'après moi, favorise la déresponsabilisation. On ne sait pas c'est à qui. Puis des fois, en plus, le contenant va être à la ville, les bacs. Fait que pas partout, mais des fois, le contenant est à toi. Mais si le contenant est à la ville, est-ce que ça fait que dès que tu mets du contenu dedans, c'est plus à toi? Est-ce que c'est à toi si tu le mets sur le côté de ta maison? C'est... Je sais pas. Ouais, Je suis en quête, en recherche présentement de savoir c'est à qui les déchets. Là. Merci vraiment beaucoup. On va avoir parlé de ton livre en intro, mais y a-tu des trucs que tu veux plugger, soit par rapport à ce que tu fais, soit je sais pas, très libre. Pour nos auditeurs qui te connaissaient pas, y a-tu des trucs que tu voudrais mentionner? C'est pas obligé. Non. Ok, parfait. Ben, Acheter ton livre puis de lire ton livre. Ouais, ben puis merci pour l'écoute. Franchement, c'est ça. Pour moi, ça c'est déjà beaucoup là. Ouais. Merci à vous. Merci d'avoir merci accueilli, c'est très apprécié. Sans le savoir, Simon t'a tendu une perche Incroyable. Mais incroyable. Ouais. techniquement, quand il a dit une plot, peut-être qu'il aurait dû gagner le jouet sexuel. Bah parce que non, c'est pas vibrateur ou vibrateur. dildo là. Fait que c'est moi qui ai dit dildo et... Vibrateur. Ouais. T'as dit vibrateur. J'ai en dit fait. vibrateur. Ouais. Fait que je gagne un jouet sexuel. Mais en plus, on l'a dit plein de fois. Est-ce qu'on gagne un jouet sexuel à Non. chaque mention? Parce qu'il y en Parce reste que moi, juste après, trois. je l'ai redit un petit peu pour essayer. Ok, bah je vais t'en prendre un au hasard. Ok, prends-en un bon. Là. Je vais dire prends-en un gros. Mais C'est lequel que tu veux avoir? je sais plus qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ça a Non, l'air non, non, petit, attends, ça. Ça a attends. l'air Ok, petit. ok. Colin, il en faut un gros, oui, effectivement. Oh, celui-là, il est lourd. Oh. Le langoureux. Ouh! Voici le jouet parfait pour les amateurs de lingus, Ouh! du cuni à l'anus. Ce jouet saura vous offrir le sexe oral que vous méritez. Bonne découverte. J'en connais un qui va se faire lécher robotiquement la nuit. Ah ouais. Oh. Il y a littéralement de langue. C'est moi qui l'ai choisi celui-là. Tu l'as On choisi. dirait un presse-agrumes. Je vais le montrer, ouais. Ok, oui, il est très alien. C'est très intimidant. Ah, On mais dirait ça- une orchidée. Ben ouais, en fait, c'est très floral. Mais ça a vraiment l'air d'une langue quand tu la regardes comme ça. Ah ouais. Ben ça a l'air bien, hein. Ben merci, Eros. On va le Frencher. Merci, Eros.